Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Question d'actualité. L'Assemblée nationale va bientôt publier, entre guillemets, les résultats de l'examen de la proposition modifiant et complétant la loi électorale en République démocratique du Congo, parce que la plénière a renvoyé cette question en commission, dans la commission PAJ, pour un examen minutieux, et les résultats de ces travaux seront rendus publics au niveau de la plénière. Et nous allons justement parler de la révision de cette loi électorale qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains députés nationaux ont même claqué la porte des travaux, estimant que, je vais parler justement, certains députés, même sénateurs, ont claqué la porte des travaux, estimant que leurs recommandations n'ont pas été prises en compte. J'ai fait allusion ici au G7 et nous allons parler justement de cette question avec un député national honoraire élu de Kasongolunda. Il est directeur des cabinets au ministère des Affaires sociales et humanitaires et il est en même temps membre de l'Union sacrée pour la nation. Et d'autres détails, peut-être qu'il va ajouter lui-même, parce que c'est un homme prolixe à ne plus présenter. Coordonnateur des AAD, de l'Alliance pour l'alternance démocratique. Voilà, coordonnateur des AAD, Alliance pour l'alternance démocratique. C'est un des groupes parlementaires, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale, justement, et qui a en son sein, justement, plusieurs députés nationaux. Bienvenue sur ce plateau, M. Hubert Tedika. Merci. Monsieur Hubert Tedika, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Non, ça va, ça va. Ça va bien. Oui, ça va. Première question, justement par rapport à la révision de la loi électorale. Nous avons vu des parlementaires qui ont claqué la porte des travaux. J'ai fait allusion ici au G13, estimant que leurs revendications, leurs propositions n'ont pas été prises en compte. Sur les 18 formulées, il n'y a que 3 qui ont été récupérés et les 16 ou 15 autres ont été balayés du revers de la main. Un commentaire de votre part? Non, moi par contre j'étais un peu surpris de voir que les amis du G13 sortent, claquent la porte, parce que ils ont déjà fait un travail, ils ont le mérite d'avoir pu proposer quelque chose au gouvernement, donc à la nation. Donc c'est une très très bonne chose. Et puis on connaît la composition du G13. C'est des gens, c'est des députés de haute facture. Je me rappelle ici Henri Thomas Lokondo. Henri Thomas Lokondo, paix à son âme. C'est un député que tout le monde connaissait. Et je m'incline dans sa mémoire, devant sa mémoire. Donc le G13, c'est un groupe des gens vraiment qualifiés. Nous avons le professeur Njoli qui fait partie également du G13. Il y a Sanga qui est... Même le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Exactement, c'est-à-dire que ce n'était pas des députés à présenter encore, c'était vraiment c'est une crème intellectuelle, quoi. Alors, mais c'est normal, ils ont fait un travail, il faut les féliciter pour ça. Mais vous savez, quand on propose quelque chose, vous proposez quelque chose, c'est-à-dire vous proposez pour que les gens en discutent. Et quand les gens en discutent, il y a quelque chose qui en ressort. C'est-à-dire, les gens apprécient. Il y a une appréciation qui est faite. Vous pouvez faire 18 propositions, c'est vrai, mais les gens prennent ce qu'ils veulent prendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, ils étaient 13 à proposer, mais ils sont 500 à décider au Parlement. Donc, c'est ça le problème. Vous voulez parler de la loi de la majorité? Et la démocratie, c'est ça, au fait. Non, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est-à-dire que ceux qui sont majoritaires, évidemment, arrivent, font passer ce qu'ils ont pensé, au fait. Mais même quand on vote une loi au Parlement, vous avez 500 députés, il y a 350 qui votent pour, il y a 150 qui votent contre, mais ça passe, parce que c'est ça la démocratie. On ne peut pas avoir une unanimité au Parlement, c'est impossible, c'est ça la loi de la démocratie. Mais quand cette loi-là va sortir, on va dire l'Assemblée nationale ou le Sénat a voté. Comprenez? C'est-à-dire que même vous qui étiez contre,
vous endossez maintenant ça. Mais ils estiment que cette façon de procéder met à mal la démocratie et même ça ne garantit pas les scrutins de 2023. Comment une façon de procéder, une façon démocratique, peut mettre à mal la démocratie? Ça, c'est une façon démocratique de procéder. C'est-à-dire, la façon démocratique, c'est-à-dire qu'on vient avec des propositions, on discute, et puis, ceux qui sont... on prend la décision de la majorité des discutants. Okay? Mais parce que cette proposition, justement, honorable Hubert, est dépouillée de son essence, parce que tous les articles qui constituaient comme des garde-fous de cette loi électorale, dans la révision, les travaux qui se font justement au niveau de la commission, on a dépouillé justement cette loi électorale, cette proposition des articles qui constituaient comme des garde-fous, qui garantissaient même la transparence électorale. Vous savez, la loi électorale vient de loin. C'est une loi qui vient de plus loin, de 2006. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a eu que des modifications jusque-là. L'ossature principale reste jusque-là. C'est-à-dire c'est depuis 2006. Mais quand on dit qu'on a dépouillé, moi je ne sais pas. On a dépouillé la plupart des propositions du groupe G13. Mais c'est pas qu'on a dépouillé la loi électorale dans son essence. C'est pas ça. Et puis, nous devons vraiment nous dire une chose. Nous devons nous dire une chose. La loi électorale, elle peut beau être une loi sociétale, comme on dit. Mais, c'est une loi qui doit, certes, occasionner un consensus, qui nécessite un consensus, mais un consensus au sein des institutions. Parce que j'ai entendu des gens dire non, il faut un consensus à l'extérieur. Mais non, dans un État où les institutions fonctionnent, c'est-à-dire le consensus, vous le trouvez dans l'institution. Et ce consensus doit être inclusif parce que quand vous voyez les revendications des députés nationaux des G13, n'est-ce pas, des députés ou des parlementaires du G13, et à ces revendications s'ajoutent celles de la société civile et d'autres couches sociales de la population. Vous savez, j'aime bien ils estiment que ces consensus devraient être extra-parlementaires et de ramener seulement les débats au niveau du Parlement. J'aime bien le mot qu'on utilise chez nous, consensus inclusif. Ça veut dire quoi, un consensus inclusif? Alors, si c'est ça, dites seulement que voilà, quand on propose quelque chose, on adopte tout simplement. Peu importe la nature dont on discute de rien, non. Un consensus, c'est-à-dire vous vous entendez sur place. Mais à la fin, on va pas discuter, chercher un consensus pendant 10 ans. Un consensus, il y a une limitation dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'arrêter et dire voilà, qu'est-ce que nous pensons, nous qui sommes tout autour de la table. Si la majorité de ceux qui sont autour de la table trouvent une voie, c'est cette voie-là qu'on applique. Donc, quand vous parlez d'extra-parlementaire, vous savez, c'est seulement ici que moi je vois ça. En démocratie, il y a ce qu'on appelle la notion de représentativité. C'est-à-dire, en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui vous reconnaît comme un groupe politique. Vous voyez? C'est-à-dire, et il vous reconnaît par un seul mécanisme. C'est ce mécanisme-là de désignation, d'élection, en fait. Un parti politique qui n'a même pas un député, en soi, moi je militerai un jour pour qu'on en arrive là. Vous voyez, aujourd'hui on a 800 partis politiques, parce que bon, c'est quoi un parti politique au Congo? C'est une boutique en fait. C'est une petite boutique, c'est une affaire. Ah, c'est une boutique. Donc, ça veut dire une boutique familiale tout simplement. Mais oui, on va en arriver là. On a vu après. C'est-à-dire qu'on crée sa boutique et puis on essaie de vendre. On se fait entourer des clubs, d'amis. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on considère le parti. Mais un parti politique, c'est un ensemble d'individus qui partagent une même vision d'organisation de la société. Donc, un parti politique, mais cette vision doit être partagée par la société aussi, par les électeurs. Si les électeurs ne partagent pas votre vision, ils ne vous désignent même pas. Il faut un jour qu'on arrive ici, dans ces pays, à dire que voilà, quand un parti politique n'a pas obtenu un seul député, ce parti s'auto-dissout. Ça aidera à diminuer un peu ce nombre de partis. Est-ce que vous savez, dans le monde, vous avez déjà vu un pays où il y a 800 partis politiques? C'est anormal. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. C'est toujours dans les extrêmes. Dans les extrêmes. Justement, c'est à cause de ça. Donc, nous devons assainir de ce côté-là. Et moi, je pense, c'est comme ça que j'entends. Et la meilleure façon d'assainir, c'est de... La meilleure façon, c'est celle-là. C'est-à-dire, d'abord, tout se passe au sein des institutions. 2, si vous n'êtes pas reconnu par le peuple comme une force politique,
ne fût-ce que par un seul élu, vous disparaissez, allez vous associer avec les autres. Comme ça, on aura affaire à des grands groupes. Vous savez, quand on a des grands groupes politiques, on peut débattre facilement. Mais quand, vous savez... Donc, vous voulez que les 800 partis politiques soient ramenés, par exemple, à 2 blocs, vous savez, les socialistes ou, je ne sais... Vous savez, non, on va pas tout, mais faut pas faire... J'ai jamais été fanatique du mimétisme, hein, essayer d'imiter tout ce que, parce que les Blancs ont dit, c'est sinon, non. Vous savez, nous avons nos réalités. 800, c'est trop. Nous avons nos réalités. Il faut assainir, il faut la salubrité des partis politiques. Comme l'a dit le chef de l'État, il faut assainir. En 90, le président Mobutu, père son âme, avait dit quelque chose, mais malheureusement lui-même n'en a pas fait trop attention, n'a pas fait trop attention à ça. Il a prôné un multipartisme à 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a prôné un multipartisme à 3. C'est plusieurs années après que j'ai compris qu'il n'avait pas tort. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on ait plusieurs groupes politiques. Il voulait qu'il y ait un petit groupe de gens, mais costauds, où on discuterait facilement. C'est facile de discuter à 3 que de discuter à 500. C'est comme ça que vous voyez des petits partis dehors qui n'ont qu'un élu. J'ai entendu un parti là, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui réclame à corps et à cri qu'on ramène la loi électorale chez eux à la maison là-bas, à la cité, ils vont en discuter. C'est pas normal, ça peut pas, ça peut pas se faire. Justement, donc ça se passe au niveau du Parlement, oui, et les consensus au niveau. Moi qui vous parle, j'étais député. Élu des Kassongolou. Donc, on sait, mais on connaît les choses, comment ça se passe. Il y a eu ce qu'on appelle les fondamentaux. Ce que moi j'appelle les fondamentaux, ce sont les points sur lesquels on s'était entendu à Sun City. Donc là, on a planté le décor. Et dans ces fondamentaux, il y avait 4 points. Rapidement, parce qu'on doit... Pour l'organisation des élections. On a dit... La révision de l'électorat. On a dit tout simplement que, on obtient le pouvoir au Congo que par la voie d'élection. Ça, c'est 1. Pas de coup d'État. Pas de coup d'État, fini ces histoires-là. 2, on organise une élection tous les 5 ans. 3, personne n'ayant gagné la guerre à cette époque-là, donc on devait mettre en place un mode de scrutin qui pouvait permettre une large représentativité. C'est comme ça qu'on a mis la proportionnelle. Tout en sachant que c'était un mode un peu injuste, mais on pourrait toujours en discuter plus tard. Et 4, l'organisation du processus électoral. À chaque fois qu'il y aura élection, est laissée à la charge de la majorité en place. C'est ce qui a fait que nos amis de la majorité passée, comment ils s'appellent, l'AMP à l'époque, oui, FCC juste après, ont eu à faire des choses. Vous vous rappelez qu'on est passé de 2 tours à 1 tour. Et puis, après, on a instauré les seuils en 2018, et on est même passé de la caution par liste à une caution par individu. Mais nous étions de l'opposition, nous avions aussi réclamé à notre époque un consensus. Donc, on nous a poliment dit, écoutez, on nous a que non, nous sommes la majorité, mais donc vous devez vous plier. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous venger parce que c'est là qui était de la majorité hier. En fait, ils avaient raison. Ils sont dans l'opposition. En fait, ils avaient raison. Donc, les mêmes, à cette toutes choses étant égales par ailleurs. Ils étaient démocrates. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie, à cette époque-là, toutes leurs propositions ne sont pas prises en compte. Ils étaient vraiment plus démocrates que nous. Donc, et ils avaient dit non, c'est ça la démocratie. Mais effectivement, c'est comme maintenant, c'est ça la démocratie. C'est ça Vous la savez, démocratie. à l'époque, comme dirait quelqu'un, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, et le ciel ne nous tombera pas non plus sur la tête. Aujourd'hui, le ciel ne va pas tomber non plus sur la tête. S'il sortait, s'il participait pas au débat. Donc, c'était un faux débat. Revenons sur la révision de la loi électorale qui est justement sous examen au niveau de la commission PAJ. Pour ne pas anticiper, quelles sont les innovations apportées par rapport à la loi? Moi j'ai la loi ici, j'ai essayé d'analyser, j'ai la proposition de loi ici, j'ai vu quelques points, on ne va pas en prendre tout, on n'a pas... Et quelques-uns seulement, rapidement. Je vois la suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition. Bon. Mais ça, c'est très compliqué pour les partis politiques qui n'ont pas pignon sur eux. C'est une loi qui demande une chose et son contraire en même temps. Supprimer le seuil. Moi, je suis d'accord. Oui. Bon, parce qu'il semble que ça réduit les chances. Ça réduit les chances des petits partis. Voilà. OK. Même si ces partis-là n'ont peut-être pas pignon sur eux. Mais, de l'autre côté, quand on supprime, les gens sont contents. Mais bizarrement,
on pose une condition de recevabilité, qu'il faut 60%, hein, des listes au prorata de 60%. Ça veut dire que vous devez présenter pour 500 sièges, vous devez présenter au minimum 300 candidats. Donc, ce qui veut dire que c'est un appel d'air aussi pour que les mêmes partis se reconstituent encore. Donc, vous serez réinstallé très bien. Donc, voilà, dans différentes provinces. On a récupéré à droite ce qu'on a donné à gauche, tout simplement. Et ça, c'est compliqué. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'on va rester toujours de la même façon. Donc, on va encore passer par des regroupements, des plateformes, tout ce que vous voulez. Donc, les alliances vont se faire. Vous savez que les plateformes et tout ça n'existaient pas dans la Constitution, dans la loi, en réalité. Hein? Mais bon, on sera obligé de passer encore par là. Et ce n'est pas une politique d'exclusion parce que vous supprimez les seuils. Non. Et puis en même temps, vous demandez à ce que ces partis-là puissent avoir présenté au moins 60% des candidats sur les listes. Ils représentent pratiquement toute la République. Ceux qui l'ont commencé en 2018 pourraient bien répondre à ça, ceux qui ont instauré cette histoire de seuil. Parce qu'ici, c'est une autre forme de seuil. En réalité, mais on reste presque là. Donc, ceux qui l'ont commencé en 2018 pourraient bien répondre à ça. Bon, mais au fait, on ne peut pas exclure les gens comme ça. Autant mettre en place des mécanismes clairs pour dire que voilà, comme ce que je disais là, que non, vous êtes un parti politique, si vous n'êtes pas reconnu par le peuple, automatiquement vous disparaissez. Ça s'est fait ailleurs dans d'autres pays. Hein. Donc, c'est-à-dire, on peut peut-être faire ça clairement au lieu de passer par des choses comme ça. Donc les blocs vont se faire, si je comprends ça, c'est clair. Donc, on repasse. Faire. Écoutez, il y a des petits partis qui ne peuvent même pas aligner 50 candidats ou 40 candidats. Donc, ils seront obligés de se mettre avec les autres. Donc, on passera encore par des regroupements. Donc, on n'a presque rien changé, en fait, sur ce plan-là. Bon, par contre, sur les élections des gouverneurs et des sénateurs. Donc, c'est une innovation apportée à la nouvelle loi électorale en gestation. Ici, les amis ont proposé ce qu'on appelle le parrainage. Quand vous parlez des amis, c'est les G13. Les G13. Ils ont proposé le parrainage. Mais le parrainage est un peu difficile à appliquer et difficile aussi à comprendre. Hein. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est. Mais je prends un des aspects. Un des aspects qui voulait dire que vous pouvez déjà annoncer à l'avance que quand il y aura élection, je vais voter pour Oscar. Mais c'est dangereux parce que ça peut faire l'objet de chantages, de ceci, de pression, de différentes sortes. Donc ça a été difficile C'est comme ça que la majorité actuelle l'a même rejeté. Mais malheureusement, la même majorité actuelle a repris l'ancien mode qui pose problème. Vous avez vu, il y a quelques jours, on venait faire une élection des gouverneurs ici. L'élection des gouverneurs. Vous avez vu, on a déjà annulé à la Chopo. Il y a des recours en annulation un peu partout, Congo central. Il y a beaucoup de contentieux électoraux. Maniema, j'aurais pris même Maïdo, mais je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres aussi. Donc, ce n'est pas normal. Ce qui veut dire que... Mais moi, je voulais rappeler aux gens que, à moins que ma mémoire me trompe, mais je me rappelle que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, a refusé, a dénoncé au fait ces mots de scrutin. Il y a eu un problème. C'était une réflexion qu'il a poussée au cours il faut qu'on voie d'une rencontre avec les sénateurs, les parlementaires. Alors, moi je sais, en politique, je sais que quand un chef d'État dénonce publiquement quelque chose comme ça, c'est-à-dire pour sa majorité et pour son gouvernement, ça vaut instruction. Donc ça vaut force de loi. Je ne parle pas de ça. Je dis seulement ça vaut instruction. C'est comme pour dire que le chef vous dit essayez de trouver une alternative à ça, parce que je ne l'accepte pas. Vous voyez? Et alors, je ne peux pas comprendre que la même majorité reprenne le même mode de vote. Donc, quel est le vrai problème? Mode de vote qui est à la base aujourd'hui, qui est à l'origine de beaucoup de conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut passer au crible toutes les propositions. Est-ce qu'il faut élire le gouverneur au suffrage universel direct? C'est impossible, parce que là, ils auront une légitimité qui ira au-delà de ce qu'ils représentent réellement. Et puis après, avec l'histoire du parallélisme, le principe du parallélisme des formes, donc seul celui qui les a élus pourra les faire partie. Donc c'est impossible. Donc, la décentralisation, on pourra y mettre une croix en ces moments-là et tout ça. Bon, on peut... Mais la question, on va parfois trop loin. Au lieu de chercher tout simplement à savoir qu'est-ce qui pose problème dans ces votes-là. Moi, je pense... Oui, d'après vous, alors quel est votre... J'ai beaucoup réfléchi. Oui, réflexion quant à ce qui pose problème, c'est le caractère secret de ces votes. Parce que vous devez vous rappeler,
pour ceux qui ne le savent pas, qu'au Parlement, il y a 3 types de votes. Il y a le vote à main levée, c'est-à-dire pour les questions ordinaires, les questions de procédure, ce qu'on appelle... Et souvent, qui sont décrié à la qui sont- cité des gens qui n'ont quand- même pas suivi voilà, la qui- motion, quand la on dit qu'ils sont question. pour, qui sont contre. Même ceux-là En qui fait, dormaient, ils soulèvent les doigts. Bon, écoutez, ça, je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est un mode de vote, un mode de vote à main levée pour des questions simples. Il y a le mode de vote nominatif. On peut voter, il y a des votes nominatifs, c'est-à-dire là où on vous appelle par votre nom. C'est-à-dire vous acceptez par oui, non, abstention. Tout simplement, c'est souvent quand on vote les lois, c'est pour que demain vous ne puissiez pas nier que vous n'avez pas voté. Et puis enfin, c'est vote secret, c'est quand vous statuez sur le sort d'un individu ou d'un groupe d'individus, pour évidemment ne pas se faire d'ennemis. Ou l'éviction d'un ministre, membre du Pour gouvernement. ne pas se faire d'ennemis inutilement. Mais néanmoins, là, sur ces cas précis, c'est ces caractères secrets du vote qui fait que les députés provinciaux se disent, c'est un problème de maturité politique, hein. Les députés provinciaux disent, bon, on ne saura pas que j'avais fait ça, j'ai fait ça. Mais maintenant, c'est ça que nous voulons enlever. C'est ce que nous voulons éviter. Donc, pour l'éviter, pourquoi ne pas lever carrément ces caractères secrets de vote? Ça peut se faire. Parce que il y aura Mais une... vous avez dit que quand les Il y aura double caractères impact. secrets de vote, c'est pour protéger justement ceux-là qui votent, pour éviter des inimitiés, des règlements des comptes. Oui, oui, oui. Mais quand vous levez savez, ça, c'est exposé encore les députés vous savez, provinciaux. très souvent, oui, ils sont plus exposés quand il s'agit de faire partir quelqu'un que quand il s'agit d'élire quelqu'un. Vous savez, à mon sens, hein. Quand il s'agit de faire partir quelqu'un, c'est là où parfois quelqu'un a déjà eu un poste qu'il occupe et vous venez dire ouvertement que non, je le fais partir. Vous voyez, ça peut... Mais quelqu'un qui est candidat dit non, non, moi je vote pour celui-là parce qu'il y a telle raison. Parce que, quelle est la raison qu'on peut avancer? Nous devons apprendre ici à pourquoi appartenir, à comprendre pourquoi on appartient à des groupes politiques. Si vous êtes dans un parti politique avec quelqu'un, ça veut dire que vous partagez la même vision d'organisation de la société avec la personne. Quoi de plus normal si je partage la même vision d'organisation de la société avec vous et que vous soyez candidat gouverneur? Quoi de moi, député provincial, quoi de plus normal que moi, je puisse me lever ouvertement, dire non, je vote pour Oscar parce qu'il est de mon parti. Mais on va me reprocher peut-être que quoi? vous parlez parce que vous êtes au centre-ville, mais vous savez ce qui se passe dans les milieux reculés, à l'intérieur du pays, dans les provinces, c'est tout autre chose. Mais non, moi je viens de Des province. députés provinciaux qui votent parfois sous pression, Sous pression de quoi? Mais c'est quand vous avec votez. des menaces sur leur famille. Non, vous allez voter justement sous pression de votre groupe politique. Mais vous allez vous justifier facilement. Mais attendez, on a vu ça ici à Kinshasa. Hein, c'est connu de tous, c'est pas un secret. L'UDPS avait 6 ou 12 députés, je ne sais pas quoi. Ouais, l'Assemblée provinciale de Quel est le Kinshasa. nombre réel? Comment peut-on comprendre que ce parti n'a pas de sénateur à Kinshasa? Comment peut-on comprendre ça? Donc c'est anormal. Donc nous devons... C'est une culture qu'il faut avoir. Donc c'est une réflexion que vous poussez. Pour moi, ce n'est que ça. Le problème porte sur les caractères secrets du vote. Donc, il est très simple de lever ces caractères. Ça pourra poser peut-être un problème avec la Constitution. Pour l'élection justement des sénateurs. Mais c'est la même chose. Vous pensez qu'il faille Mais c'est la même chose. aller au suffrage universel Mais non. pour un peu plus de crédibilité, parce que la plupart du temps, quand vous mettez devant un député national ou des députés nationaux et des sénateurs, la plupart du temps, les députés nationaux se tapent la poitrine que moi j'ai été élu. Et ils n'ont pas tort. Hein. Parce que non. Vous, c'est peut-être 2-3 personnes et vous êtes sénateur. Non, non, c'est pas tort. Il faut aller au suffrage universel, affronter la base pour s'assumer. On a deux types d'élections parce que nous avons un parlement bicaméral. Donc, un parlement à 2 chambres. C'est-à-dire, dans ce type de parlement, vous avez ceux qui tirent leur légitimité directement du peuple, qu'on appelle la chambre basse, ce sont les députés. Et là, c'est comme ça qu'eux, ils ont même la latitude, ils peuvent même faire partir un ministre. Vous savez que le Sénat ne peut pas faire partir un ministre. Ça, vous savez. Ils peuvent faire des reproches et tout ça. Ils n'ont pas ce droit-là. Parce qu'ils ne tirent pas, eux, leur légitimité directement de la population. Parce qu'on statue au nom de la population. Vous comprenez? Mais c'est un parlement bicaméral. C'est-à-dire, il y a maintenant ceux qui sont élus au second degré. Parce qu'en fait, les Sénats représentent quoi dans ce pays? C'est ça le problème aussi. Les Sénats représentent les provinces. On ne va pas entrer dans ces débats-là. Ils représentent les provinces. En réalité, il y a même eu un problème de mécanisme de fonctionnement, même à notre époque. Quand un texte vient du gouvernement,
un projet de loi. Oui, ça, on le sait. Ça devrait commencer par seconde lecture. Voilà. Si Là-bas, c'est en seconde lecture. adopté en des termes différents, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui est prépondérante. Donc, en fait, le Sénat, quand une loi arrive, l'Assemblée nationale étudie en première lecture, tout simplement, parce que c'est eux qui ont la légitimité, qui tirent la légitimité directement de la population, et puis on envoie au Sénat. En réalité, le Sénat vérifie si dans la loi, on a préservé les intérêts de la province, si on n'a pas mis à mal les intérêts de la province que le Sénat représente. Donc, si c'est bon, le Sénat vote dans le même terme. Si c'est mauvais, le Sénat dénonce ce qui nous trouve normal, et on renvoie dans une commission paritaire mixte pour essayer d'harmoniser les vues. En cas de conflit d'harmonisation, des divergences, évidemment, ceux qui tirent leur légitimité de la population. Donc je pense que la loi électorale. Donc, mais pour le mode de vote, en tiendra compte des sénateurs, pour le mode de vote des sénateurs, c'est la même chose avec le mode de vote des députés. Parlons un peu de cette question des suppléants, n'est-ce pas, de parlementaires. La plupart du temps, quand un député national est élu ou même un sénateur, il prend pour suppléant, je dis bien la plupart du temps, soit son jeune frère, sa femme, son enfant, pour garder justement cette légitimité au niveau de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas moins de légiférer au niveau justement de cette proposition de révision de loi électorale, que ça soit couché comme un article, parce qu'il y a beaucoup de dérapages. C'est devenu comme une affaire des tribus, soit une affaire des clans. Vous avez dit que la plupart du temps, c'est une affaire des familles, pas des partis politiques ou des regroupements politiques auxquels les sénateurs ou les députés appartiennent. Alors, là, vous comprenez tout de suite ma position. J'ai été surpris de voir que non, on maintient la même façon de procéder. Excusez-moi le terme, mais c'est un peu malsain. Dans une démocratie, vous ne faites pas ça. Parce qu'il y a des gens qui luttent en politique. Il ne faut pas fabriquer des gens, fabriquer des politiciens qui n'en sont pas un ou qui n'en veulent pas. Mais vous les fabriquez comme ça. Mais c'est pour des besoins peut-être... Quoi, pécunier? Pécunier, mais non. Écoutez, de conserver, entre guillemets, un peu le pouvoir au niveau de la famille. Un peu d'équité, un peu de bon sens. Hein. Quand vous avez la politique, elle est noble, hein, vous savez. Hein. Ailleurs, c'est pas n'importe qui fait de la politique. Hein. C'est une noblesse. Vous allez en Angleterre, ailleurs, vous verrez qui font de la politique. Non, la politique est noble, il faut la respecter. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir à tout prix. Mais le problème, on cherche peut-être quelle est la solution. Mais la solution, elle est simple, à mon avis, à mon sens. C'est très simple. Il faut que les gens se rappellent que nous appliquons un mode de scrutin proportionnel. Dans le mode de scrutin proportionnel, ce sont les partis politiques qui présentent des listes. Les candidats sont présentés par liste. Maintenant, une liste est éligible au siège quand elle remplit les conditions vis-à-vis du quotient électoral. Le quotient électoral, c'est les rapports entre le nombre de sièges, donc les 500, et le nombre de suffrages exprimés. On a un quotient qui est déterminé. Si une liste a atteint ce quotient-là, où il a dépassé, cette liste devient éligible au siège. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, quand on parle de la liste, c'est-à-dire qu'on a fait la sommation de voix de la liste. C'est-à-dire que celui qui a le plus de voix dans la liste, donc, il est placé en pole position, donc c'est lui qui va passer député, comme on est éligible au siège. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes député, vous êtes dans ce mode de scrutin proportionnel, la sommation de voix de tous les membres de la liste. Alors maintenant, moi je me pose une question simple. Quoi de plus normal que si ce monsieur-là qui est député est nommé gouverneur, et s'est fait élire gouverneur ou est nommé ministre, par exemple. Quoi de plus normal que le deuxième sur la liste, qui lui aussi a apporté des voix. Parce que c'est-à-dire, ces sièges-là, il en fait partie. Il est partie prenante de ces sièges-là, parce qu'il a apporté des voix lui aussi. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Hein? Et pourquoi pas lui? En quoi ça dérangeait? Même s'il n'a pas contribué à l'élection, justement, parce que la plupart du temps, nous avons rencontré des députés nationaux qui vous disent que moi j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma Jeep pour battre campagne et me faire élire. Mais comment prendre un suppléant du parti politique ou de mon parti qui ne m'a même pas assisté, financièrement quand je devais battre campagne? Mais oui, lui il a mis son argent et il a eu 2000 voix. Les autres n'ont pas mis l'argent, mais ils ont attrapé
qui 300 voix, qui 500 voix, qui ceci, qui totalise 3000 voix, qu'on a ajouté à ces 2000 voix à lui, qui ont fait 5000 voix et pour lesquelles il est passé. Ça, il ne faut pas qu'il oublie. C'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème d'effort collectif. C'est-à-dire qu'il y a un effort collectif qui a été fait dans la liste. Ça serait du bon sens. Parce que la deuxième personne là, il a apporté ses voix à lui, qui ont fait élire le premier. Maintenant que le premier n'est pas là, donc on prend le deuxième. C'est très simple. Donc voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut résoudre un peu ces problèmes-là de quoi. Et puis, il y a surtout aussi le problème de faire participer à 2 scrutins différents. Il est en même temps député provincial, candidat député provincial, candidat député national, oui. En même temps candidat sénateur. Non, sénateur, ça vient après les deux là. Mais, franchement, c'est vraiment des... Et tout naturellement, ce sont des hommes forts. Hein, vraiment, ils passent à tous les niveaux. C'est vraiment... À tous les niveaux du scrutin, ils passent et ils laissent leurs enfants, leurs femmes. Oui, vous avez dans ces pays des gens qui sont... il a été député national, et il a été sénateur, il laisse là-bas un enfant, au Sénat, il laisse une dame, lui, il est au gouvernement ministre. Mais il n'y a pas moyen de contrôler ça. Si, il y a moyen. Il y a moyen. C'est très simple. Il faut empêcher ça, tout simplement. On l'empêche parce que c'est une escroquerie politique. Et je l'ai dit clairement. Bon, escroquerie, et je pèse mes mots. Il a mis ses moyens, mais à qui il s'est adressé? Vous venez voir une population, vous dites, je vais vous défendre, vous, peuple de Kassavou, c'est un exemple que vous donnez. Je vais vous défendre. Mais il s'est fait aussi candidat en même temps de la Funa. Il va encore défendre tous les peuples de la Funa. Et là, il a aussi voté. Mais il est élu partout. Quand vous êtes élu partout, maintenant, vous faites quoi? Vous abandonnez qui? Parce que c'est un engagement que vous avez pris avec ce peuple-là. Vous abandonnez ceux de Kassavou, vous profitez de ces... On les abandonne pour les gérer de loin. Vous les gérez de loin par intermittent, par personne interposée. Okay. C'est ça l'escroquerie. Par procuration. Voilà, c'est ça l'escroquerie politique. Vous ne leur avez pas dit ça quand vous étiez candidat. Vous dites, bon, votez un gars. Maintenant, comptez vote. Et puis après, non, c'est fini, je vous laisse ma femme qui va vous gérer. Non, ça ne se fait pas. Mais les peuples doivent être aussi avisés, formés, quand vous êtes en face des gens comme ça. Mais oui, mais voilà. Vous les sanctionnez peut-être négativement. Voilà justement le rôle que devrait jouer dans un pays normal, que devrait jouer les partis politiques. Voilà. Les partis politiques passent leur temps à critiquer, à ceci, au lieu de former. Parce que c'est le rôle du parti politique de former la population. Dire que voilà comment ça se passe. Mais vous savez, on parle de la loi électorale. Déjà, nous avons un problème de langue. Déjà. Toutes ces lois-là sont votées en français. La loi électorale, elle est votée en français, discutée en français, tout. Comment on dit, promulguée en français. Mais, combien sont capables d'interpréter ces textes-là? C'est le travail des partis politiques. À peine 30 ou 40% de la population. Mais la citoyenneté de leurs membres. Mais c'est 100% de la population qui est appelée à l'appliquer. La pauvre maman qui vend ses bananes au coin. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec, revenir, honorable avec cette loi-là Tetika. Je voudrais avoir votre appréhension, justement, parce que lors du débat de la proposition modifiant, complétant l'actuelle loi électorale, les femmes sont montées au créneau à travers les ONG, même les députés. Ils sont montés au créneau pour demander, n'est-ce pas, la prise en compte, parce qu'au niveau de la Constitution, la parité est consacrée. Si je ne m'abuse, au niveau de l'article 14. Au niveau de la loi électorale, l'article 13, on dit que même si un parti politique n'arrive pas à trouver 50% de femmes, n'est-ce pas, pour constituer sa liste électorale, la liste des candidats, le parti peut envoyer, n'est-ce pas, cette liste sans problème. Mais les femmes exigent que si, au niveau des partis politiques, on ne sait pas avoir 50% de femmes candidates sur une liste électorale, que cette liste soit bloquée et que cela soit coulé sous forme d'un article dans le projet, disons la proposition de loi sous examen au niveau de la commission. Votre réaction à chaud? La parité, pour moi, c'est une fin en soi. Il faudra qu'un jour on en arrive là. Comme ça c'est fait ailleurs. Mais j'ai toujours été contre le fait que pour moi, cette histoire, on mène ça trop vite. C'est ça le malheur. Trop vite, ça veut dire quoi? Trop vite, ça veut dire que... nous avons eu 2 cycles électoraux et bientôt le 3e. On en a eu 3. On a eu 3 cycles électoraux, bientôt pardon. Le 4e. Bientôt, on aura un 4e. Oui, ça ne date que... ce sont des cycles... Vous dites que c'est trop tôt. Ce sont des cycles qui ne font que 5 ans. Hein. Donc, c'est-à-dire on a commencé en 2006. Aujourd'hui, on est en 2022. Et ça fait 16 ans. OK? Mais si on va
ailleurs, on regarde ailleurs, ce qui s'est passé ailleurs, dans des vraies démocraties, vous allez voir que combien de temps, si vous posez la question, combien de temps on a mis en France pour avoir la parité, combien de temps on a mis là-bas pour avoir aux États-Unis pour avoir la parité. Comparaison et pas raison. Oui. Nous, chez nous, c'est la vitesse. Vous avez parlé des partis politiques, on en a 800. Mais nous, ailleurs, c'est peut-être 3 ou 4. Mais justement, le Congo, c'est toujours dans les extrêmes. Justement, c'est à cause de la vitesse que tous ces chauffeurs ici cassent tous les poteaux lumineux qu'on a, tous ces chauffeurs-là cassent les entrées des seaux de moutons qu'on met. Tout ça à cause de la vitesse, vous comprenez. Quand vous allez trop vite, vous allez droit au mur. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller tout doucement, de manière réfléchie. Eux, d'ailleurs, ils ont une majorité, ils ont une maturité politique qui est plus que la nôtre, hein. Une mentalité même politique qui est plus que la nôtre. Donc, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, nous voulons aller, il faut aller progressivement pour certaines questions importantes. Celle-là, c'est une question importante. Pourquoi j'ai dit elle est importante? Il faut, quand vous dirigez une société, vous devez l'étudier de fond en comble. Avant la politique, ici, c'était réservé à une certaine classe d'individus. Moi, je me rappelle, j'ai 60 ans, je suis né en 62. Vous savez... Ah, vous n'en avez pas l'air, hein? Bon, merci, mais j'ai 60 ans. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, ici à Kinshasa, quand on parlait de la politique, les gens disaient « Waneza Makambaba, je les connais ». Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont étudié. Donc, même les hommes s'est retirés de cette histoire-là. C'est-à-dire que non, Gaïté. Et après... Petit à petit, depuis quand les femmes ont commencé à entrer vraiment en politique? Il y a eu quelques exceptions. Sophie Liaokanza, hein, d'autres qui ont suivi, Soki Fouani, des gens comme ça, des grandes dames comme ça, Ekila Lyonda, des dames comme ça. Il manque pas d'exceptions. C'était des exceptions, celle-là. Maman, qui était gouverneure de Kinshasa et du Congo central, elle est encore là, elle est vivante. Maman Nzuzu Mbombo, tout ça. Vous voyez, c'était quelques exceptions à l'époque. Donc, les femmes ne s'intéressaient pas trop à la politique. Mais aujourd'hui, il y a un grand intérêt. Aujourd'hui, il y a un grand intérêt pour les femmes. Maintenant, il y a un grand intérêt. Mais ça ne veut pas dire. Mais maintenant, il faut assimiler cette histoire politique. Il faut avoir ces convictions politiques. On vient en politique par conviction. Vous voulez dire que les femmes n'ont pas de conviction? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ils sont en train de venir. Dans le milieu politique, c'est un mouvement qui ne date pas de longtemps. Vous comprenez? Ceux qui y sont habitués aujourd'hui, c'est des dames qui n'ont pas peur des hommes, ils peuvent les battre comme ils veulent. Vous prenez des dames, des grandes dames comme des mamans Bazaïba, des mamans Lukiana, toutes ces dames-là, elles n'ont pas peur d'aller affronter des hommes, par exemple. Mais ce que moi j'ai dit, rapidement, parce qu'il fallait aller de manière graduelle. Commencer 10%, 15%, 20%, on monte comme ça. Et puis faire la différence entre les postes électifs et les postes nominatifs. Dans le poste nominatif, c'est très simple. Il suffit qu'un chef de l'État prenne son stylo, il dit nous avons 50 DG, je veux qu'il y ait 25. Là, c'est facile. Là, c'est très simple. Mais quand il s'agit d'aller vers les électeurs, dans les postes électifs, c'est très compliqué parce que la décision vient de la population. Et malheureusement, j'ai remarqué dans ces pays que les femmes n'aiment pas voter les autres femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peut-être que les choses ont changé. Très souvent. Peut-être avec ces... Très souvent. C'est un constat que je fais. Donc, ça veut dire que quand ça dépend des électeurs, il faut faire très attention. Il faut y aller peut-être graduellement. Deuxièmement, vous avez dit qu'on veut demander que la liste soit bloquée. La liste soit bloquée. Si on ne met pas, aujourd'hui, il faut 300 candidats minimum. Si on ne met pas 300 candidats, il faut impérativement 150 dames. Oui. Moi, je veux bien, on peut le faire. Déjà, il faut que dans ces partis-là, on trouve les 150 dames. Il faut les trouver. Elles existent. Ah ben, je ne sais pas de quoi. Nous vivons dans le même pays. Hein. Moi, il y a des partis, vous n'avez pas 300 volontaires, femmes qui viennent comme être candidats. Ça, c'est un. Deux, si vous le trouvez, est-ce que ça vous garantit la parité? Mais non. Vous pouvez le trouver, et sur les 150, on vote que 4 ou 5. Après, vous allez dire que dans le même Parlement, qu'il n'y aura pas parité. C'est aussi un problème. Je comprends votre idée, donc il faut y aller graduellement. Donc, il faut y aller graduellement. Nous sommes en train de terminer cette émission, honorable Hubert. Donner l'impression que c'est facile. En 30 secondes, un commentaire. Je salue en passant d'autres dames que je connais, un collègue député. Je suis sûr que vous n'êtes pas contre eux, mais vous poussez la réflexion entre Ida, tout ça, c'est des gens, les Maman Ida, c'est des gens que j'ai connus au Parlement. Donc, en 30 secondes, nous avons suivi les débats. Oui. La nouvelle loi électorale qui est en gestation
propose la suppression de la publication des résultats par bureau de vote. Votre commentaire? Bon, tel qu'on l'a énoncé, ça paraît incompréhensible. Hein? Et ça peut donner lieu à des soupçons, parfois qu'on pouvait éviter, tel qu'on l'a dit. On aurait pu expliquer le problème autrement. Ah, si c'était moi à la place, j'aurais pu expliquer le problème autrement. Nous avons un pays tellement immense qu'on n'est pas à l'abri de fraude. Ce n'est pas le fait d'avoir affiché un résultat qu'il est le bon. Il faut faire attention. Dans certains coins de la République, j'ai été un député de la Brousse, élu dans le fin fond de Kasumoluda là-bas. J'ai vu, c'est-à-dire les centres de compilation sont parfois ramenés dans des chefs-lieux de territoire, tout ça. Hein. Alors, parfois, on est amené à prendre des bulletins de vote. Très loin. Moi, j'ai rencontré ça. J'ai vu ça en 2011. Parfois à pied. J'ai vu en 2011 une Jeep qui transportait des bulletins est tombée en panne, comme on en a des vieilles carcasses qu'on a dans nos provinces, avec des routes que l'on connaît. Et ces gens-là étaient obligés de transporter des bulletins de vote. Comme ça, à pied, il faut faire 150, 200 km et tout ça. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé en cours de route. Le résultat initial qui est venu du bureau de vote peut changer en cours de route. C'est-à-dire que celui qu'on viendra afficher et n'est pas peut-être les résultats initiaux. Donc, on aurait pu peut-être expliquer en disant que non, chercher quelle est la solution qui peut résoudre ces types de problèmes. C'est le vote électronique. Donc, la machine à voter. La machine à voter, vous savez, vous aviez décrit quand vous étiez dans l'opposition. J'avoue que quand j'étais dans l'opposition, les moyens Parnasse pour garantir le processus de transparence. J'avoue, je vois encore l'image. On était dans la salle de banquet avec des amis de la majorité. Autrefois opposant, vous aviez refusé. J'étais opposant, j'étais vraiment. Je voulais même pas qu'on fasse la démonstration de cette machine-là. Mais quand je suis allé voter au village, je me suis dit tiens, c'est pas mal. Parce que, effectivement, finalement, c'est ça la solution ici. Pour ça, ils avaient raison. C'est ça la solution. Parce qu'avec le vote électronique, un villageois qui vote dans un coin reculé, c'est à la seconde que son résultat arrive à Kinshasa. Le vrai combat, ceux qui veulent contrôler, ils peuvent le mener, ce combat-là, pour les serveurs, pour être devant le serveur, pour voir comment les résultats. Encore faudra-t-on avoir des capacités pour interpréter et même. Non, mais il faut former les gens. Voilà. Honorable Tetika, nous sommes en train de terminer cette émission. Oui. Je rappelle que vous êtes en même temps directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. Je voudrais prendre une question d'actualité qui n'a rien à voir avec, la loi électorale en gestation. En son temps, il existait une agence de gestion des fonds humanitaires, justement, qui était sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. À votre avènement, donc à l'avènement du ministre Modeste Mutinga, oui, dont vous êtes directeur de cabinet, à son avènement, vous avez supprimé cette agence et vous avez créé une caisse, oui, une caisse de solidarité, une caisse pour une intervention urgente en cas de catastrophe. Oui. Et on vous a taxé de tous les mots que vous voulez le détournement. Veuillez un peu nous expliquer en 20 secondes, avant de nous séparer. Donnez-nous un peu un éclairage quant à ce. Non, mais c'est très simple. Nous sommes ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Dans les actions humanitaires, c'est l'urgence. C'est-à-dire que dans les actions humanitaires, on est amené à agir d'urgence. Vous voyez, dès qu'il y a une catastrophe quelque part, et il faudra logiquement que le lendemain, le gouvernement soit capable de réagir. En attendant l'intervention, justement, oui, que l'argent sorte du ministère des Finances, voilà, du budget et tout et tout. Exactement, parce que vous connaissez les méandres comment on appelle ça, de la chaîne. De la chaîne de dépenses. Oui. Ça prend du temps et parfois, ça sert à quoi d'aller intervenir 2 mois, 3 mois après la catastrophe. Parfois, on risque même, on a risqué même des agressions. D'être lynché. De la population qui s'était fâchée parce qu'ils nous voyaient venir en retard. C'est comme si on s'est moqué d'elle, hein, de cette population. Donc, à l'époque déjà du président Kabila, le président lui-même avait eu l'idée, dit non. Il faut créer un établissement public qui puisse savoir disposer des moyens, collecter des moyens, et disposer des moyens, donc c'est-à-dire dont le financement viendrait à la fois d'une dotation du gouvernement et des apports des partenaires humanitaires
qui sont volontaires, pour nous prêter main forte. Alors, et on a annoncé qu'il fallait, on a annoncé même un montant qu'il fallait mettre là-dedans pour que ça fonctionne. Alors, dès que, vous savez, très souvent chez nous, quand on fait des choses comme ça. Il y a une structure qui naît, mais c'est l'arrivée maintenant. Il y a le 3 mai 2018, par l'arrêté 18/015 du 3 mai 2018, on a créé, j'ai l'arrêté ici, on a créé la caisse. On a créé, l'agence de gestion des fonds humanitaires, justement pour faire servir à ça. En attendant la dotation qui devait venir, qui a été promise par l'ancien chef d'État, on a nommé. Il y a une ordonnance on a nommé d'abord des gens, et malheureusement, c'était pléthorique. C'est une affaire de 300 personnes à peu près qu'on a nommé. Et puis on a nommé le cadre dirigeant. Il y a une ordonnance qui existe, et il y a eu le cadre dirigeant. Mais le problème qui s'est posé, c'est que ceux qui étaient nommés, ils n'avaient pas de salaire. Jusque-là, il n'y avait pas de salaire. C'est-à-dire qu'il y avait des primes. On payait des primes. Ceux qui étaient nommés au nombre de combien? C'est à peu près 300. C'était 299. Donc, le vrai chiffre. Donc, ils sont nommés. Ils sont engagés. Ils sont engagés. Et puis, on leur paye des primes. OK? Ils sont restés. On a nommé les cadres dirigeants par ordonnance. Ils ont été installés. Mais il s'est fait que les gens qui ont été nommés ou engagés, après enquête pour la plupart, si vous voyez même le bureau qu'avait l'agence, c'est 3 petits bureaux, je ne sais pas de combien de mètres, c'est pas là où vont travailler 299 personnes. Il s'est fait que nous, politiques, quand on essaie évidemment, nous sommes taxés de tous les maux, par le fait que nous acceptons d'assumer des lourdes charges pour conduire un peu le pays. Donc, il s'est fait que dans le cadre des dirigeants, il y avait des politiques qui ont été nommés. Maintenant, ça fait que les partenaires extérieurs n'ont plus voulu financer cette structure au motif que non, vous aviez politisé la chose. Bon, comme si les politiques n'avaient pas droit, mais bon. Et finalement, c'est parmi les raisons pendant 3 ans, donc, on a vu un grand nombre de gens comme ça qui travaillaient, qui étaient payés, mais qui n'ont pas mobilisé même un $100. Cette agence n'a même pas mobilisé, qu'on nous le prouve. Ils n'ont même pas mobilisé, même pas alors un $100. il fallait à tout prix donc maintenant, quand nous arrivons, nous sommes confrontés au même problème d'urgence, nous posons le problème. Et aux partenaires, c'est le même langage. On dit non, votre histoire-là, nous ne pouvons pas, parce que c'est politisé et tout ça, donc on ne donne rien. Nous sommes allés poser le problème au niveau du gouvernement. On nous a dit, faites étudier la possibilité de changer, de créer quelque chose d'autre. Nous sommes passés dans tout. Commission socio-culturelle, commission de loi et au Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui a statué et a permis de décider de la suppression de cette agence-là, et la création d'un autre établissement qu'on appelle la Caisse de solidarité nationale, qui a été créée le 19 novembre 2021. Mais malheureusement, les compatriotes, et nous avions même pris des précautions, que non, qui partent pas comme ça, même si à l'article 40 du nouveau décret, on a abrogé cette histoire-là, on a dit non. Vous avez récupéré les mêmes politiques, décriées par les bailleurs. À l'article 38, nous les avons, pas la même politique. On n'a repris personne. On n'a pas repris les politiques. On n'a même pas encore, c'est le président qui va nommer, il n'y a qu'un chargé des missions que nous avions mis en place sur ordre du Premier ministre. Donc, les gens, la caisse a été mise en place. Et on a dit, même à l'article 38 du décret, que on réserve en primeur le poste à tous ceux qui viendraient de l'agence. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient prioritaires. On les appelle pour passer un concours. Ils refusent. Il n'y a que 38 personnes qui passent le concours. Il y en a même qui viennent passer le concours, on les tape. Moi, j'ai jamais vu ça. En fait, j'ai pas compris. Les amis n'ont pas compris que c'est lui qui nomme. C'est celui-là qui révoque, c'est lui qui crée, c'est celui qui dissout. Le premier ministre Tchibala a créé, le premier ministre Samalou Kondé a dissous.
Donc ça va dans l'ordre des choses. C'est pas des individus. Ici, c'est la continuité de l'État. Et on a dissous, on les a laissés... Je pense qu'on va consacrer peut-être une émission spécialisée sur cette question, sur les questions liées aux affaires humanitaires. Parce qu'il y a beaucoup d'urgences. Je pense que Goma vous attend. Il y a des catastrophes à gauche et à droite. On apprend qu'il y a même des éléphants qui quittent les parcs pour s'attaquer à des individus et créer et faire des blessés. Et ça, c'est du ressort du ministère des Affaires humanitaires et Action solidaire. Voilà. Et solidarité nationale. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci de l'éclairage que vous avez daigné apporter dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Rendez-vous au prochain numéro.